Environ un tiers de tout ce que le monde transporte par mer passe par cette zone océanique, juste ici. Chaque année, des milliers de milliards de dollars de marchandises transitent, pétroliers, porte-conteneurs, chargés d'électronique, pièces automobiles, meubles, etc. Si vous avez acheté quelque chose aujourd'hui qui a été fabriqué en Asie, ce qui est probablement le cas, il y a de fortes chances que cela ait traversé ces eaux. La mer de Chine méridionale, d'environ 3,5 millions de kilomètres carrés, est bordée au nord par la Chine, à l'ouest par le Vietnam, à l'est par les Philippines et au sud par la Malaisie et le Brunei. Au centre de cette mer se trouvent les îles Spratleys, environ 100 petites taches de récifs, rochers et sables, dont la plupart émergent à peine à marée haute. Depuis 60 ans, 6 gouvernements revendiquent des portions se chevauchant de cet archipel. La Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, Taïwan, tous insistent sur le fait que ces récifs et bancs de sable leur appartiennent. Tous construisent encore de petits avant-postes, plantent des drapeaux et, parfois, percutent les bateaux des autres. Mais ensuite, vers 2013, la Chine a décidé de régler les différends avec du béton. Au cours des 3 années suivantes, des flottes de gigantesques navires de dragage se sont abattus sur 7 récifs des Spratleys. Ils ont aspiré sable et coraux du fond marin, les ont pompés sur des récifs submergés, poursuivant jusqu'à ce qu'une terre ferme émerge. À la fin, la Chine avait créé environ 3200 acres de nouvelles terres, soit un cinquième de la taille de Manhattan. Elles ont été construites de zéro au cœur d'une mer disputée. L'amiral Harry Harris, alors commandant de la flotte du Pacifique américaine, avait un nom pour cela. Il l'appelle, à juste titre, la Grande Muraille de Sable, mais le sable ce n'était que le début. Sur ces plateformes artificielles, la Chine a construit des bases militaires. 3 des îles possèdent désormais des pistes de plus de 3000 mètres de long. Cela équivaut à 30 terrains de football alignés, assez longs pour permettre l'atterrissage de bombardiers lourds. Elles possèdent des ports en eau profonde, des radars, des abris à missiles à toit rétractables, des dépôts de munitions souterrains et des hangars renforcés pour avions. Les photos satellites révèlent des chasseurs sur les aires de trafic, des missiles anti-navires dirigés vers la mer et des batteries solaires prêtes à abattre tout appareil s'approchant trop près. Ce sont sur le papier, en quelque sorte, des porte-avions insubmersibles, si vous voulez. Des plateformes permanentes projetant la puissance militaire chinoise à travers l'une des voies navigables les plus stratégiques de la planète. Et c'est exactement ce que Pékin veut que vous voyiez. Ce qui est plus difficile à voir sur les photos satellites, c'est tout ce qui rend ces forteresses insulaires profondément et fondamentalement fragiles. Elles subissent parmi les typhons les plus puissants du monde et sont à portée de missiles de croisière, d'avions furtifs et d'armes hypersoniques venant d'une demi-douzaine de pays. Elles dépendent de lignes d'approvisionnement traversant des centaines de kilomètres d'eau ouverte et reposent sur du sable dragué sur des coraux morts. Et une cour internationale a déjà statué que la Chine n'a aucun droit légal sur la majorité des eaux qu'elle est censée contrôler. Aussi impressionnante que soit l'ingénierie, je veux dire, nous sommes sur la chaîne Megaprojects. Je construis ces studios. Ces forteresses étincelantes sont peut-être la plus grande erreur que la Chine ait jamais commise. Pourquoi construire des îles tout court ? Très bien, pourquoi la Chine a-t-elle construit ces îles ? Si vous regardez une carte, la Chine possède une longue côte, mais presque toutes les routes maritimes vers et depuis cette côte passent par des points d'étranglement étroits contrôlés par d'autres pays. Le plus important est le détroit de Malacca. Ce passage étroit entre la Malaisie et l'Indonésie ne mesure que 65 km à son point le plus étroit. Environ 80% du pétrole brut importé par la Chine passe par ce détroit. Les stratèges chinois ont un nom pour cette vulnérabilité. Ils l'appellent le dilemme de Malacca. Et en temps de paix, tout va bien, pas de soucis. En cas de crise. Si des marines hostiles bloquaient ce point d'étranglement, l'économie chinoise souffrirait en quelques semaines. La mer de Chine méridionale se trouve à l'autre extrémité de cet entonnoir. Contrôler ces eaux, c'est avoir des options. Les perdre, c'est être à la merci de quelqu'un d'autre. Maintenant. La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale depuis des décennies, depuis 1947. Les cartes chinoises montrent une frontière en forme de U, appelée la ligne en 9 traits, qui descend du continent et s'incurve pour englober environ 90% de la mer. Cette revendication repose sur les droits historiques invoqués par Pékin, affirmant que des pêcheurs et commerçants chinois fréquentent ces eaux depuis des siècles, ce qui, selon la Chine, fait de la région un territoire chinois. D'autres pays comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan ont aussi des revendications qui se chevauchent. Selon le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la plupart de ces eaux sont internationales ou appartiennent aux États côtiers riverains.
Pendant longtemps, ce différend est resté latent, sans jamais vraiment éclater, mais ensuite les choses ont changé. Tout d'abord, il s'agit de ressources. Des études géologiques ont suggéré que la mer de Chine méridionale pourrait contenir environ 11 milliards de barils de pétrole et 190 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Ce qui est, c'est énorme. Les zones de pêche valaient déjà des milliards chaque année. Mais soudainement, ces récifs dispersés sont devenus économiquement très importants, et pas seulement symboliquement. Et deuxièmement, la situation stratégique a évolué. Dans les années 2000, la marine américaine dominait le Pacifique occidental et ses porte-avions circulaient librement. Pour une Chine montante voulant devenir grande puissance maritime, cela était inacceptable. La Chine possédait de petits avant-postes sur certains récifs des Spratleys depuis les années 80, plateformes en béton sur pilotis, quelques soldats, rien de très sérieux. Puis la situation s'est intensifiée. En 1995, les Philippines ont découvert que la Chine avait discrètement construit des structures sur le récif Michif, bien nommé, et bien à l'intérieur de ce que Manille considérait comme sa zone économique exclusive. Les Philippines ont protesté, la Chine a ignoré et répondu. Et alors, que comptes-tu faire, mon pote ? En 2012, des navires chinois et philippins se sont affrontés au récif de Scarborough, un récif à 200 km des côtes philippines. Après des semaines de tension, les navires chinois ont pris le contrôle et ne sont jamais partis. Nous reviendrons sur Scarborough plus tard. Au moment où Xi Jinping a consolidé son pouvoir en 2012 et 2013, le schéma était clair. De petites actions unilatérales, discrètes, puis gérer les conséquences plus tard. Mais ensuite, une grande décision a été prise. Plutôt que de construire une plateforme supplémentaire sur pilotis, la Chine allait créer des îles artificielles suffisamment grandes pour accueillir ses pistes d'atterrissage, ses ports, ses stations radars, ses batteries de missiles, des bases avancées à portée de chasseurs de presque toute la mer de Chine méridionale. La logique stratégique était vraiment simple. Étendre la couverture radar, repousser le parapluie de missiles plus loin du continent, créer des zones de chevauchement où navires et avions ennemis sont menacés de plusieurs directions. Les planificateurs militaires appellent cela la stratégie de déni d'accès et interdiction de zone, rendant l'opération d'un adversaire dans votre région si coûteuse qu'il y réfléchit à 2 fois avant même de se présenter. Sur le papier, la bulle semble parfaite, c'est vraiment impressionnant d'ingénierie, ce grande muraille de sable. Donc, construire une île à partir de rien au milieu de l'océan nécessite 3 choses. Un point de départ, beaucoup de sable, et une flotte industrielle capable de déplacer ce sable à une échelle presque absurde. Eh bien, bonne nouvelle pour la Chine. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien la Chine. Ils avaient tout cet équipement. Les points de départ étaient entre les récifs coralliens. La plupart des 7 éléments des Spratleys choisis par la Chine étaient pour des découvrants à marée basse, ce qui signifie qu'ils émergeaient au-dessus de la ligne d'eau lorsque la marée descendait, mais disparaissaient à nouveau lorsque la marée remontait. Certains avaient tant de petites plateformes en béton, d'autres n'étaient que des formes sous-marines visibles depuis les airs. Le sable venait du fond marin autour de ces récifs. Et la flotte. Parlons de la flotte, voulez-vous ? La Chine a déployé certaines des plus grandes dragues à des agrégateurs jamais construites. Le Tianjingao, par exemple, mesure 127 mètres de long, avec une capacité de dragage d'environ 4500 mètres cubes par heure. Ces navires sont essentiellement d'énormes aspirateurs. Une tête de coupe rotative au bout d'une longue flèche creuse le fond marin, brisant le sable, les sédiments et le corail. De puissantes pompes aspirent à tour la boue et la projettent sur le récif ciblé via des tuyaux. Le processus fonctionne. 24 heures sur 24 et lentement, une île émerge des vagues. De décembre 2013 à octobre 2015, les dragues chinoises ont créé environ 1300 hectares de nouvelles terres sur 7 récifs. Cela représente environ 13 km² assez de sable et de corail broyés pour remplir des dizaines de milliers de piscines olympiques. Le récif Subi gagne à lui seul près de 4 millions de mètres carrés de terre. Le récif Michif, avec les modifications de son lagon, occupe maintenant plus de 20 km² de fond marin modifié. Après le dépôt du sable, les équipes de construction sont arrivées. Les bulldozers ont créé des plateformes, les ingénieurs ont coulé les fondations en béton, puis des enrochements et digues ont été dressés pour protéger de l'océan. Et ensuite, les véritables infrastructures sont arrivées. Prenons le récif Fiery Cross comme modèle. Les images satellites montrent une piste d'atterrissage de 3 km de long. Un grand port creusé dans le récif accueille des navires de guerre et de ravitaillement, avec des installations disséminées tout autour. Des analystes identifient des positions défensives, des emplacements de canons anti-aériens et de missiles à courte portée. Les récifs Subi et Michiev suivent un plan similaire.
L'Initiative pour la transparence maritime en Asie, qui suit la construction à l'aide de photos satellites commerciales, l'a signalé. La conception est remarquablement standardisée sur les 3 principales bases, même longueur de piste, configuration de port et disposition défensive. CTRL-C, CTRL-V. Ce qui est plus difficile à voir d'en haut, c'est ce qu'il y a en dessous. Les images satellites révèlent des accès à des installations souterraines, des bunkers à munitions et des dépôts de carburant conçus pour résister aux bombardements. Il existe également des garages à toit rétractables et des abris pour lanceurs de missiles mobiles, pouvant sortir, tirer, puis se replier à l'abri. Des ingénieurs chinois ont récemment proposé de creuser des tunnels sous ces îles artificielles pour créer plus d'espaces protégés. Excaver dans du sable corallien dragué est très difficile, car le matériau est instable et l'infiltration d'eau est un problème constant. Mais les plans montrent que Pékin voit ces bases comme des investissements à long terme à renforcer. Tout cela se situe sur un ancien récif corallien vivant. En mai, la Chine a recouvert 13 km² d'écosystèmes récifal de sable et béton en construisant des îles. Le dragage a détruit des structures coralliennes sur une zone encore plus grande. Les flottes de pêche chinoises ont aussi récolté des bénitiers géants avec des techniques creusant le récif, endommageant plus de 100 km² d'habitat corallien dans les Spratlys. Cela va au-delà de l'environnement, des récifs et des zones de reproduction. Les larves, portées par les courants, reconstituent les stocks dans toute la mer de Chine méridionale. Les communautés côtières du Vietnam, des Philippines, de Malaisie et d'Indonésie comptent sur ces poissons pour se nourrir et gagner leur vie. En 2016, un tribunal international à La Haye a examiné les preuves et a statué que la poldérisation menée par la Chine avait causé de graves dommages aux environnements des récifs coralliens. Sans blague. Le tribunal a jugé que la Chine avait enfreint son obligation de protéger les écosystèmes maritimes fragiles selon le droit international. Pékin a rejeté la décision et la construction a repris. Et personne n'a été surpris. Vulnérabilité géographique et militaire. Maintenant, voici le problème avec ce qui est essentiellement un porte-avions insubmersible. Il ne peut pas se déplacer. Les îles artificielles chinoises ont été qualifiées ainsi dans la rhétorique officielle et des commentaires admiratifs. Des plateformes fixes qui projettent en la puissance aérienne sans jamais avoir besoin de retourner au port, mais c'est aussi un problème. Un véritable porte-avions, s'il détecte une salve de missiles entrante, peut virer, peut accélérer ou lancer des contre-mesures et changer de cap. De façon imprévisible, ces escorteurs tentent d'intercepter les menaces. Un porte-avions de classe Nimitz dépasse les 30 nœuds, soit environ 55 km/h, et l'océan, qui est plutôt vaste, le récif de Fiery Cross ne fait absolument aucun nœud. Toutes les armées de la planète ayant accès à Google Maps savent exactement où il se trouve, ce qu'il y a dessus et comment l'atteindre. Et de nombreuses armes pourraient l'atteindre. En fait, les États-Unis maintiennent des forces importantes dans le Pacifique occidental. Guam accueille des bombardiers B-52 et B-2. Les chasseurs furtifs F-35 basés au Japon peuvent transporter des missiles longue portée. Les sous-marins de la marine américaine transportent des missiles de croisière Tomahawk dont la portée dépasse 1600 km, et ce ne sont que les systèmes déjà en place. Les États-Unis ont testé des armes hypersoniques capables d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 5, bien plus rapides que tout système de défense aérienne ne peut intercepter. Toutes les bases chinoises des Spratlys se trouvent à portée de ces armes. Les voisins ont aussi des options. Les Philippines achètent des missiles BrahMos à l'Inde d'une portée de 290 km capables d'atteindre le récif Michif depuis Palawan. Le Vietnam emploie des missiles anti-navires et d'attaque au sol modernes russes. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie renforcent aussi leurs frappes à longue portée. Militairement, les îles sont dans des zones de couverture d'armes qui se chevauchent. Elles peuvent être frappées de différentes directions et pays via divers systèmes, et contrairement à un groupe aéronaval, elles ne peuvent manœuvrer pour échapper à la ligne de mire. Ceci est crucial lors des premières heures d'un conflit. Les études de jeux de guerre et les analyses stratégiques identifient systématiquement les cibles fixes et de grande valeur comme des priorités absolues pour les frappes initiales. Radar, défense aérienne, centre de commandement, ce genre de choses. La logique est simple. Si vous essayez d'aveugler quelqu'un lors d'un combat, vous visez d'abord les yeux. Ici, les yeux sont des radars sur des plateformes en béton au milieu de l'océan. Les défenses aériennes sont des lance-missiles dans des structures aux coordonnées GPS publiques. Une attaque de saturation avec des dizaines ou des centaines de missiles arrivant en même temps de différentes directions pourrait submerger les défenses et endommager les pistes avant que la majorité des avions ne décollent. Les abris renforcés protègent en partie. Les bunkers souterrains résistent à des frappes fatales pour les installations en surface, mais une piste criblée de cratères reste inutilisable, quel que soit l'état des hangars. Une entrée de port bloquée par un navire coulé est inutilisable.
Un dôme radar percé d'un trou est également évidemment inutilisable. Et même lorsque tout fonctionne parfaitement, ces bases ont des limites de capacité. Le récif de Fiery Cross, plus grand avant-poste des Spratleys, accueille environ 24 chasseurs et peut-être 4 avions plus grands, comme des patrouilleurs ou ravitailleurs. Estimation fondée sur l'espace des hangars et la taille du parking. Un porte-avions de classe Nimitz transporte généralement 60 à 70 avions, un seul porte-avions américain. En d'autres termes, un groupe aéronaval apporte plus de puissance aérienne que les 3 principales bases chinoises des Spratleys réunies. Donc oui, les îles étendent à la portée de la Chine, et oui, elles offrent une couverture radar et une certaine dissuasion grâce aux missiles, mais lors d'un conflit sérieux, elles subiraient sans doute d'énormes dégâts dès les premières heures, et, contrairement à un porte-avions, ne pourraient pas s'éloigner pour être réparées. Ce sont des îles, la logistique et le maintien en condition. Maintenant, chaque base militaire a besoin de ravitaillement. Les bases sur le continent reçoivent ces fournitures par camion, train et pipeline. Les bases bondes à l'étranger sont souvent proches de ports alliés et crépondent des chaînes d'approvisionnement. Les îles Spratly de Chine reçoivent tout par navire ou par avion sur des centaines de kilomètres d'haute mer depuis Hainan ou le continent en temps de paix, ce qui est coûteux et compliqué. Les navires de ravitaillement vont et viennent sans cesse. Chaque litre de carburant brûlé par un chasseur sur le récif de Fiery Cross a parcouru près de 1000 km de haute mer depuis le port chinois majeur le plus proche. Chaque missile installé dans un lanceur a été expédié sur la même distance, chaque sac de riz consommé par la garnison, chaque filtre de purification d'eau, chaque rouleau de papier toilette, tout a été expédié. Et en temps de paix, comme nous l'avons dit, c'est cher mais ça va. Ça fonctionne bien mais en temps de guerre, pas vraiment. Les routes d'approvisionnement passent par des eaux disputées par des sous-marins, navires de surface et avions de plusieurs pays. Les sous-marins d'attaque américains y patrouillent. Les Philippines, le Vietnam et le Japon disposent de tout de capacités anti-navires. L'Australie acquiert des avions de frappe à longue portée et des sous-marins. Les mêmes zones de couverture d'armes superposées qui menacent les îles elles-mêmes menacent également chaque navire tentant de les atteindre. Les mines posent aussi problème. Quelques dizaines disséminées à l'entrée d'un port peuvent forcer les navires à ralentir pour le déminage ou risquer de graves dégâts. Poser des mines depuis des sous-marins ou des avions est relativement facile, mais les éliminer est un vrai cauchemar. Même sans combat actif, un blocus ou une quarantaine pourrait étouffer les îles, avec le temps. Elles disposent de réserves de carburant, de citernes d'eau et de stocks de nourriture, mais tout cela finit par s'épuiser. Une base qui ne peut pas être réapprovisionnée est une base qui perd lentement sa capacité à fonctionner, et il y a aussi le fardeau de la maintenance. L'air salin corrode le métal, l'humidité dégrade l'électronique et la chaleur intense met à rude épreuve le béton. La mer de Chine méridionale impose constamment ces 3 éléments, et en plus il y a ces typhons périodiques, parfois très violents, et tout cela doit être réparé en permanence. Climat et risque de typhon, le nord de la mer de Chine méridionale se trouve dans l'un des couloirs de typhon les plus actifs au monde. Chaque année, des tempêtes du Pacifique occidental traversent les Philippines, les îles Spratly puis gagnent l'Asie continentale. Le super typhon Ragasa, qui a frappé à la fin de 2024, a provoqué des ondes de tempête dépassant 3 mètres le long des côtes touchées et a forcé des évacuations massives dans plusieurs pays. En 2013, le super typhon Haiyan, l'un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, a tué plus de 6000 personnes aux Philippines. Les études climatiques révèlent que les tempêtes gagnent en violence, les typhons puisant plus d'énergie dans des océans plus chauds. Des études en mer de Chine méridionale montrent que la hauteur des vagues lors de fortes tempêtes augmente et que les ondes de tempête pénètrent plus loin dans les côtes basses. Maintenant, bien sûr, imaginez ce qui se trouve sur le passage de ces tempêtes. Les bases chinoises des îles Spratleys ne s'élèvent qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Elles sont bâties sur du sable dragué et du corail broyé, des matériaux qui se tassent et se compactent avec le temps. Les fondations reposent sur d'anciennes structures récifales submergées, entourées d'eau profonde. Quand un typhon arrive, les îles naturelles disposent de végétation, de racines et d'une géologie stable qui les maintiennent unies. Ces plateformes artificielles ont des digues, des enrochements et tous les renforts ajoutés par les ingénieurs après l'arrêt du dragage. Une onde de tempête de 3 mètres qui déferle sur une piste d'atterrissage est un problème. Des vagues de 6 mètres qui frappent une digue pendant des heures, c'est un problème encore plus grave. L'inondation par l'eau salée des systèmes électriques, des dépôts de munitions et des hangars à avions est un problème encore plus important, et les tempêtes continuent de se succéder année après année.
Les ingénieurs ont exprimé des inquiétudes concernant l'affaissement à long terme, c'est-à-dire l'enfoncement progressif des terres gagnées sur la mer. À mesure que les matériaux dragués se tassent et se compactent sous leur propre poids, les frappes répétées des typhons accélèrent l'érosion autour des bords. Ce qui se passe en gros, c'est que la Chine a construit des aéroports sur des châteaux de sable et les a placés sur la trajectoire de tempêtes de plus en plus puissantes. Les châteaux de sable, ce sont vraiment de bons châteaux de sable. Ils sont renforcés, ils sont solides, il y a du béton, de l'acier et un vrai travail d'ingénierie derrière eux. Mon fils adorerait ce genre de truc, mais l'océan reste l'océan. Il y a un vrai retour de bâton juridique et diplomatique très puissant. En janvier 2013, les Philippines ont fait quelque chose qu'aucun pays n'avait jamais fait auparavant. Elles ont poursuivi la Chine en justice à propos de la mer de Chine méridionale. L'affaire a été soumise à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, créée pour régler les différends internationaux. Dans le cadre de conventions telles que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par les deux pays, les Philippines ont demandé au tribunal de statuer sur les revendications exorbitantes et actions agressives de la Chine autour des formations contestées. La Chine a refusé de participer, déclarant que le tribunal n'avait pas compétence et a boycotté toute la procédure. Le tribunal a poursuivi sans elle. En juillet 2016, il a prononcé l'un des jugements majeurs du droit maritime international moderne. Le tribunal a été clair sur les revendications historiques de la Chine et la ligne en 9 traits. Il a conclu que la Chine n'avait aucun fondement juridique selon la CNUDM pour revendiquer des droits historiques sur les ressources. À l'intérieur de ce vaste périmètre, la ligne en 9 traits n'avait pas de validité juridique. La décision sur les îles artificielles a été aussi claire. Plusieurs des formations sur lesquelles la Chine avait construit, y compris le récif Michif et le récif Subi, étaient légalement classées comme des hauts de fond découvrants. Cela signifie qu'elles se trouvent sous le niveau de la mer à marée haute. Selon le droit international, les hauts fonds découvrants ne peuvent générer de mer territoriale ou de zones économiques exclusives, peu importe ce qui est construit. Empiler du sable et du béton sur un récif submergé ne le transforme pas en territoire souverain. Légalement, le récif Michif reste un récif submergé. Il se trouve que la Chine a construit une immense base aérienne dessus. Le tribunal a également abordé les dommages environnementaux. Il a conclu que la construction d'îles par la Chine avait gravement endommagé les récifs coralliens et violé ses obligations en vertu de la CNUDM de protéger l'environnement marin. La Chine a tout rejeté, le ministère des Affaires étrangères jugeant cela nul et non avenu et affirmant qu'elle n'accepterait ni ne reconnaîtrait la décision. La construction a continué, mais la décision n'a pas disparu. Vous voyez, cela a donné aux Philippines et aux autres États revendicateurs un cadre juridique auquel se référer. Lorsque les responsables philippins décrivent les incursions chinoises, ils peuvent désormais citer un tribunal international qui a déclaré que ces eaux appartenaient aux Philippines selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Quand les États-Unis effectuent des opérations de liberté de navigation dans les eaux revendiquées par la Chine, ils s'appuient juridiquement sur la décision de La Haye. La décision a aussi servi à justifier de nouveaux accords de défense. Les États-Unis et les Philippines ont étendu leur coopération de défense, permettant aux forces américaines d'accéder à plus de bases proches de la mer de Chine méridionale. AUKUS, le partenariat de sécurité entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, vise explicitement à renforcer la dissuasion dans l'Indo-Pacifique. La Chine a accru ses dépenses de défense et assoupli ses restrictions sur la coopération militaire. Tout cela cite, directement ou indirectement, le comportement de la Chine en mer de Chine méridionale. Et c'est ici qu'il y a une autre conséquence inattendue. D'autres pays ont commencé à copier la stratégie. Le Vietnam a discrètement mais rapidement étendu ses propres îles artificielles dans les Spratlys. L'Initiative pour la transparence maritime en Asie a rapporté en 2024 que le Vietnam avait ajouté plus de 690 acres de nouvelles terres aux éléments qu'il occupe. Bientôt, il pourrait égaler ou dépasser la superficie totale des terres récupérées par la Chine dans l'archipel. Les îles du Vietnam possèdent maintenant des pistes plus longues, de nouveaux hangars, des radars et des positions défensives. Taïwan a agrandi ses installations sur Ituaba, la Malaisie et les Philippines ont renforcé leurs propres avant-postes. Les Spratlys deviennent plutôt encombrés, avec des îles artificielles fortifiées construites par plusieurs pays, toutes vulnérables aux mêmes tempêtes et missiles, toutes situées dans des eaux revendiquées qui se chevauchent, ce qui augmente le risque d'escalade. Le 17 juin 2024, un navire des gardes-côtes chinois a percuté un bateau de la marine philippine près du banc second Thomas. Des images vidéo ont montré la collision, le choc des coques et le chaos immédiat alors que les membres d'équipage se précipitaient. Un marin philippin a perdu un pouce. Quelques mois auparavant, des gardes-côtes chinois avaient utilisé des canons à eau contre un ravitaillement philippin dans la même zone, des jets à haute pression pouvant blesser l'équipage et endommager le matériel. Un laser militaire a été pointé sur un navire des gardes-côtes philippins,
aveuglant temporairement des membres de l'équipage. Ces confrontations sont fréquentes. Les îles non officielles, bien sûr, sont au centre de toutes ces tensions. Chaque base représente un investissement massif d'argent, de prestige et de capital politique. La Chine ne peut pas les abandonner sans paraître faible, et les Philippines ne peuvent pas arrêter de ravitailler leurs propres avant-postes, y compris le Sierra Madre rouillé sur le banc Second Thomas. Sans concéder la domination chinoise, le Vietnam ne peut pas non plus ignorer les incursions près des zones qu'il revendique. Mais il y a un problème plus profond ici, que les stratèges militaires appellent l'instabilité de crise. Les installations militaires fixes et de grande valeur créent une pression pour agir tôt dans un conflit. Si vous avez des radars coûteux, des avions et des batteries de missiles installés sur des plateformes qui ne peuvent ni bouger ni se cacher, vous faites face à un choix difficile. En cas de tension, utilisez-les vite avant leur destruction. Pour la Chine, cela implique la pression de lancer des avions et missiles avant qu'une frappe préventive n'endommage pistes et lanceurs. Pour les États-Unis et leurs alliés, cela implique de frapper ces îles en priorité pour neutraliser la menace avant son utilisation. Les deux camps savent que, lors d'une crise, celui qui attend risque de perdre ses atouts, les plus précieux, tandis que celui qui agit en premier pourrait déclencher le conflit. Exactement la guerre que tout le monde voulait éviter. Et vous voyez probablement le problème. L'historien Alfred McCoy a décrit les bases insulaires de la Chine comme des cercles d'acier et des châteaux de vanité. Impressionnantes en apparence mais stratégiquement contre-productives, plus susceptibles d'entraîner les puissances dans des conflits que de les dissuader. Les îles devaient en symboliser stabilité et contrôle, mais ont engendré une région où des navires armés s'affrontent presque chaque jour, où une collision ou un signal mal interprété pourrait entraîner une escalade vers quelque chose de bien plus grave, avec un potentiel de catastrophe humanitaire. D'accord, le récif de Fiery Cross possède des réservoirs de carburant, des bunkers de munitions, de grands hangars à avions remplis de kérosène et de munitions. Mischief et Subi, c'est la même chose. Tu te souviens du copier-coller ? En temps de paix, ces risques sont gérables, mais en guerre, ils pourraient le causer une catastrophe environnementale. Un missile de croisière frappe un dépôt de carburant, provoquant une boule de feu, un panache de flammes et une nappe de carburant non brûlée sur l'eau. Des frappes de précision sur des bunkers disperseraient des munitions non explosées et des résidus chimiques sur le récif et dans le lagon. Les radars, générateurs et véhicules contiennent des huiles, des lubrifiants et des matériaux toxiques qui pollueraient de l'environnement marin. Les récifs sous ces îles sont déjà très fragilisés et cela aggraverait encore la situation. Et puis il y a l'aspect humanitaire, les habitants des îles eux-mêmes. Des centaines de militaires sont stationnés sur chacune des principales bases. Certaines installations comptent également des travailleurs civils, des équipes de construction, des techniciens, du personnel de soutien. Il est difficile de confirmer les chiffres exacts, mais les estimations suggèrent que les garnisons sur les 3 grandes îles comptent chacune plusieurs centaines de personnes. Ces personnes vivent sur des plateformes de béton isolées, au milieu d'une mer contestée. Ils endurent la chaleur tropicale, l'humidité et la corrosion saline constante qui semble tout ronger. En cas de conflit, les options d'évacuation sont limitées, les avions traversant un espace aérien contesté et les navires naviguant dans des eaux remplies de sous-marins et de missiles anti-navires. Les lignes d'approvisionnement qui peinent déjà à acheminer riz et carburant en temps de paix seraient presque infranchissables sous le feu. Examinons maintenant quelques scénarios. Le premier scénario serait l'étau progressif. Les tensions entre la Chine et les Philippines continuent de s'intensifier. Plus de collisions près du banc Second Thomas, plus d'incidents avec des canons à eau. Un marin philippin pourrait mourir lors d'une confrontation. Accidentelle ou non, cela importe peu. Politiquement, Manille exige des mesures. Washington réaffirme ses engagements issus du traité et la situation dégénère. Les destroyers américains multiplient les patrouilles de liberté de navigation. Des navires australiens et japonais se joignent aux exercices, tandis que les gardes-côtes philippins suivent chaque mission de ravitaillement chinoise. Les compagnies maritimes commerciales, inquiètes des taux d'assurance et du risque politique, commencent à détourner les porte-conteneurs autour de la zone plutôt qu'à travers celle-ci. Les lignes d'approvisionnement chinoises vers ces bases insulaires se fragilisent. Les navires de ravitaillement nécessitent désormais des escortes, destroyers ou frégates qui pourraient être déployés ailleurs. Les avions allant aux îles ont besoin de chasseurs. Chaque mission prend plus de carburant, coûte plus cher et demande plus de coordination. Les îles restent opérationnelles, mais le coût de leur maintien ne cesse d'augmenter. Et chaque mission de ravitaillement devient un point de tension potentiel. Cela pourrait durer des mois, voire des années. Les îles se transforment lentement de atouts stratégiques en passifs, des forteresses qui exigent ensemble des ressources constantes pour être maintenues, mais qui ne peuvent pas être abandonnées sans perdre la face. Et qu'en est-il du scénario 2 ? Les premières heures,
une crise à Taïwan ou une confrontation directe en mer de Chine méridionale. L'escalade dépasse le point de non-retour et quelqu'un tire le premier coup. Les planificateurs militaires de chaque camp ont étudié ce scénario de guerre. Les études montrent systématiquement le même schéma. Les cibles fixes et de grande valeur sont touchées en premier. Dans les premières heures, des missiles de croisière et des avions furtifs viseraient les radars et batteries solaires de la région. Les bases des Spratly, avec leurs radomes proéminents et positions défensives connues, seraient en prioritaire. Après la frappe, que reste-t-il ? Des infrastructures endommagées, sur une plateforme isolée, incapable de projeter sa puissance ou de recevoir des renforts, attendant la fin d'une guerre pouvant durer des mois ou des années. Les analystes militaires aboutissent souvent aux mêmes conclusions sur ces scénarios. Les îles artificielles chinoises apportent une valeur en temps de paix, une large couverture radar, une présence avancée et un levier de coercition en guerre. Ce ne sont que des cibles. Quant à l'avenir, la Chine travaille déjà à résoudre certaines de ces vulnérabilités. Des images satellites révèlent des chantiers sur plusieurs îles, digues surélevées, ports renforcés, installations souterraines agrandies. Et la logique est simple, si la surface est vulnérable, il faut mettre plus d'infrastructures sous terre. Si les tempêtes menacent, on construit des murs plus hauts. Facile, simple. Des chercheurs chinois ont également proposé d'installer des centrales nucléaires flottantes près des îles. Elles fourniraient une électricité fiable sans dépendre des livraisons de carburant, permettant des installations sophistiquées, des usines de dessalement et des opérations prolongées. Les plans restent pour l'instant à l'état de proposition, mais ils montrent bien comment Pékin considère ces bases comme des atouts stratégiques à long terme qui valent des investissements supplémentaires importants. Entre 2013 et 2016, la Chine a transformé 7 récifs submergés en un réseau de bases militaires s'étendant sur la mer de Chine méridionale. D'énormes dragues ont pompé des millions de mètres cubes de sable et de corail sur des formations qui émergeaient à peine à marée basse. Des équipes de construction ont coulé du béton, construit des pistes d'atterrissage, installé des systèmes radars, des batteries de missiles et des hangars pour avions. En tant qu'exploit d'ingénierie, de logistique et de volonté politique, la Grande Muraille de Sable est véritablement impressionnante. Aucun pays n'a jamais construit quelque chose de semblable. Mais ces mêmes qualités définissent aussi les vulnérabilités du projet. Les bases sont immobiles, elles se trouvent à des coordonnées fixes que chaque adversaire potentiel connaît. Pour l'instant, les 7 récifs, transformés en forteresses, reposent dans une mer contestée, attendant de voir quelles tempêtes, naturelles et politiques, la prochaine décennie apportera. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la suite. Merci de nous avoir regardés.